ça, c'est pas nouveau. Hein. Il y a des linguistes, des anthropologues de la salle qui savent de quoi je parle. La littérature orale kanak, elle existe. Les discours en langue, les discours pratiqués dans les cérémonies coutumières ou dans les généalogies existent encore. Mais moi, ce qui m'intéresse, bon, il y a Gorodé, d'accord, pas que lui, il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres. Je comprends pourquoi vous dites ça, parce que Oya Gorodé est en train d'être édité par Bernard Gasser, Dominique Jouve et Théorie Gorodé. Je crois que Jean Guillard est dedans, me semble-t-il. Ils sont en train d'éditer des manuscrits de mon école du silence, des œuvres complètes de Oya Gorodé avec Bernard Gasser comme érudit. Donc on va attendre 50 ans avant d'avoir l'illustration de l'épisode. Non, c'est une petite méchanceté. Non, c'est parce qu'il y a des pièces qui se rajoutent au-dessus. Voilà, c'est infini. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, pour répondre à la question, c'est la reformulation par le discours contemporain kanak de ces types de discours. Je vais prendre un exemple très précis. C'est pour ça que je disais que les discours des années 80 font partie du patrimoine, non pas au sens d'archives et conservées, mais au sens qu'il y a une mémoire collective qui existe en Nouvelle-Calédonie, notamment dans le domaine kanak, mais aussi calédonien, et que ces discours vont être reformulés et repris. J'ai été frappé, par exemple, je prends un exemple très précis. Raphaël Pidgeot, c'est un jeune PDG kanak qui est mort à 40 ans d'un accident d'hélicoptère, c'est une grosse perte. Grosse perte, hein. Ah non, mais grosse perte, un cerveau comme ça. Il écrit un texte qui m'a stupéfait, qui est dense, concis, qui s'appelle Une société en devenir, qui fait une page. Et j'étais stupéfait de la reprise qu'il fait de ce que disait Jean-Marie Djibou, la reformulation permanente. Il le reprend en parlant de double contrainte, c'est-à-dire ni tradition ni modernité, comment aller de l'avant sans perdre des traditions. Mais il dit lui-même, ce n'est pas nouveau. En fin de compte, les anciens de Balade, en plus chez lui ça a une connotation, parce que les Pidgeot sont originaires, même s'ils sont de Saint-Louis-Conception, ils sont originaires de Pueblo, de groupe Mawap. C'est pas hasard si en 1774, les anciens avaient vu un marin dénommé James Cook, ils étaient obligés aussi de s'adapter aux mutations. Donc on voit là vraiment dans le discours d'un PDG kanak, même doublé d'un écrivain, parce que c'est quand même, je trouve que le texte est très concis, la reformulation d'une tradition orale, d'une littérature orale, mais selon le contexte contemporain. Je ne sais pas si je réponds à la question. Allez-y. Pour revenir sur le respect, et disons en me plaçant sur un autre registre que celui de la politique, je répète, sur un autre registre que celui de la politique, mais pour me placer plutôt sur un registre social. Étant écrivain moi-même, j'ai trouvé qu'il fallait quelque part dans ce pays de Nouvelle-Calédonie où je me suis rendu compte un jour en lisant beaucoup de livres écrits sur la Nouvelle-Calédonie que finalement je finissais par connaître assez bien le peuple kanak et ses habitudes et que en fait on parlait très peu de ces autres ethnies qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie. Or, je crois que le respect, il faut d'abord, pour respecter l'autre, je crois qu'il faut le connaître. Et j'ai essayé de montrer cette société qui a été tellement piétinée, qui a été tellement, vous savez, justement au moment des fameux événements de 1984, et je cite son nom parce que tout le monde le cite, Jean Guillard a piétiné cette société et l'a montrée comme une société qui était vraiment à rejeter complètement. Eh bien, il y a donc des auteurs calédoniens, dont je fais partie, qui essaient de montrer que cette société n'est pas cela, n'est pas seulement cela. Et que donc, si on arrive à respecter les autres ethnies, eh bien peut-être là, il y a un courant, parce que vous avez parlé de l'école. Vous avez parlé de l'école en disant, bon, le respect, il va commencer à l'école, d'accord, mais nous sommes aussi une société d'adultes. Et pour donc aller dans le prolongement de ce que disait Virginie, qui était très intéressant justement sur est-ce qu'on écrit, pourquoi j'ai écrit moi dans un horizon incertain, d'abord horizon incertain, merci pour avoir fait cette ressemblance avec le livre de Jean Mariotti, je n'y avais pas pensé. Et donc, il faudrait peut-être aussi, des fois,
choix que quelqu'un essaie d'analyser ces écritures qui ne sont peut-être pas, bien sûr, des écritures universitaires, mais qui ont quand même, je crois, le sens de faire connaître cette Calédonie. Et je crois que pour connaître la Calédonie, il va falloir rétablir un certain nombre de choses fausses sur les autres ethnies qui sont là. Et peut-être alors le respect, et vous savez, je vais dire autre chose encore, le respect ne peut exister que s'il y a le pardon. On a parlé du respect, mais on n'a pas parlé du pardon. Or, le respect et le pardon, ça va ensemble. Voilà ce que je veux dire. J'aurais une question. Alors, je ne vais peut-être pas être assez, comment dire, habile pour la poser, mais enfin, en gros. Ce que je dirais, c'est que finalement, je comprends dans votre livre, vous cherchez à l'intérieur de la culture kanak ou de l'île, en général, une forme nouvelle d'identité politique, de structure politique. Il y a des choses qui travaillent de la souveraineté, etc. Et aussi, dans le respect, une forme nouvelle d'édifices scolaires, enfin de pratiques scolaires. Alors, y a-t-il, parce qu'il faut que ça soit unique, bien sûr, on est en Nouvelle-Calédonie, c'est ce que j'ai bien compris. Donc évidemment, on ne peut pas faire de benchmark, enfin ce qu'on appelle... Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort pour Oui. que tout le monde puisse suivre On ne doit pas aller chercher ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, les formules qui pourraient s'y appliquer, c'est vrai. Mais quand même, si on parle de la différence entre indépendance et autonomie, il y a d'autres, il y a des structures, alors je ne me rappelle plus très bien au plan juridique international, mais prenons le peuple Nunavut, la République de Sakha, la France a du mal à signer la convention des peuples autochtones. Voilà, enfin des structures juridiques finalement auxquelles la France ne veut pas adhérer. Donc il faut inventer autre chose. C'est un peu ça votre travail. C'est-à-dire, et donc, est-ce qu'on peut quand même trouver, au-delà d'une source intérieure à la Calédonie, des apports, alors on ne va pas les appeler technocratiques, des apports de techniques politiques qui auraient été expérimentés dans d'autres régions du monde, qui pourraient inspirer une invention politique en Nouvelle-Calédonie de partage de souveraineté. Y a-t-il un autre endroit de la planète qui pourrait nous dire quelque chose de la Nouvelle-Calédonie concernant son école et son partage de souveraineté, sachant que l'école, par exemple, républicaine, c'est l'ISO. Alors l'ISO, si on regarde l'ISO dans le texte, c'est quelque chose où il faut dépasser le libéralisme. Je ne vais pas trop long, je vais faire court, mais enfin, c'est quand même une uniformité des grands corps de l'État. Évidemment, vous avez une charte de plan sur une organisation du système scolaire qui est telle qu'il faut inventer une nouvelle école républicaine au sein de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'en fait, les structures de l'école de l'ISO ne peuvent pas organiser le respect. Enfin, je suis assez... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais elles sont tellement, finalement, top-down, les structures de l'école républicaine, que là-bas sur place, un maître d'école, il doit peut-être échapper quand même à l'école républicaine pour arriver au conflit de voiture. C'est-à-dire qu'il doit ne plus tenir compte aussi fortement de l'ISO qui a structuré l'ISO, pour arriver à faire un chemin vers une autre forme de transmission culturelle, qui est celle du peuple kanak. Donc en fait, sur place, il faut bien inventer quelque chose d'autre. Je vais synthétiser deux observations. Alors évidemment, je pense qu'il faut fâcher de part et d'autre tout le monde ne peut pas éviter une dur, et peut-être aussi finalement des gens qui peuvent croire qu'il faut mélanger l'école républicaine et les cultures kanakes. Mais bon, je pense que c'est pas si facile que ça, parce que si on regarde d'autres espaces du monde qui mélangent les cultures,
pas sous forme républicaine à la française. Absolument. Ça me semble impossible. Enfin, après, c'est mon point de vue, c'est pas si vous êtes d'accord. Non, ce que je voulais dire, ce que vous dites, il y a une certaine forme d'exactitude dans vos propos, mais si vous voulez, pour concilier ce que disait l'auteur calédonienne et ce que votre propos, il y a des programmes scolaires, parce qu'il y a des transferts, l'académie c'est un processus évolutif, hein, il y a des transferts de compétences, et l'école d'enseignement de premier degré, c'est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des programmes scolaires qui ont le premier degré. Oui, mais il y a une tentative, réussie ou pas, d'adapter ou d'ajuster les programmes pour la Nouvelle-Calédonie. Et à l'intérieur, il y a des corpus de textes, de la littérature, qui font l'objet d'un manuel scolaire. Moi, le travail modeste que j'ai fait, c'est de m'inscrire pour qu'il y ait un manuel d'instruction civique adapté à la Nouvelle-Calédonie. C'est un peu idéal. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a, comment dirais-je, en Nouvelle-Calédonie, des transferts de compétences. Là, ça va être de compétences de l'école de l'enseignement du premier degré. Ensuite, le second degré, ça va se transférer. Et donc, il y a des tentatives, plus ou moins réussies, d'ajuster ou d'adapter le système éducatif à la Nouvelle-Calédonie. Alors, bien sûr, il y a des clivages et des polémiques. Par exemple, sur le socle commun des compétences, certains disent que les langues kanak ne sont pas suffisamment prises en considération. Il y a toujours à redire. Mais, comment dirais-je, le profil, l'orientation qui est faite des systèmes éducatifs en Nouvelle-Calédonie, c'est d'essayer d'ajuster les contenus en fonction de la Nouvelle-Calédonie. Les programmes, les pratiques, etc. Est-ce qu'on va jusqu'à viser une élite calédonienne qui ne sera pas une élite républicaine? C'est là que j'interroge un peu Guizot. Enfin, je dis, est-ce qu'on va jusqu'à, en passant après le primaire au secondaire et à l'universitaire, l'universitaire c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, à finalement émanciper une élite kanak suffisamment haut pour faire des cadres sociaux, politiques, économiques, davantage dans l'île. Enfin, là, moi, je n'ai pas de connaissance suffisante de l'île pour j'entends bien, je vous réponds. Il y a des questions, c'est des questions d'ordre politique. Ça a été pensé par les accords de Matignon-Nouméa, formation 404 de Kanak, ensuite accord de... Et moi, ça me dérange de parler comme ça. Il y a des politiques qui sont là, de poser leurs questions politiques. Moi, je ne veux pas parler à la place des politiques, bon, mais il y a des tentatives qui ont été faites de rééquilibrer pour que certains Kanaks accèdent aux plus hautes fonctions publiques. Avec la formation 400 cadres, il y a eu le cadre Avenir, donc il y a eu des mesures qui ont été faites, même en pratiquant quelque chose qui n'est pas typiquement français, la discrimination positive, pour donner la chance à des Kanaks, au vu de la situation du système colonial, de l'histoire de la politique coloniale, de donner une chance à certains Kanaks de réussir à devenir les cadres. Maintenant, effectivement, si on fait des statistiques au sens socio-démographique, sociologique, effectivement, bon, il y a beaucoup à redire sur le taux de pourcentage de réussite des cadres kanaks. Mais là, on va dans un chemin sur lequel je ne voudrais pas rentrer. Oui, c'est un chemin politique, mais votre propos, c'est de construire des idées nouvelles. Ah non, je ne construis rien du tout. Pour trouver les chemins. Non, je donne une contribution en tant qu'intellectuel sur une petite contribution pour essayer de participer à la construction de la communauté au groupe singulier, mais je n'aurai pas la prétention de construire. C'est une pierre à l'église. Oui, mais une pierre, ça peut être constructif, on peut la jeter. Il y a une question là-bas au fond aussi. Oui, je voulais savoir s'il y avait une volonté commune. Si oui, quelle était la volonté du peuple kanak aujourd'hui, actuellement, au niveau de son attachement à la France ou à la France? La volonté commune, il y a eu un accord qui a été signé en 1900. Aujourd'hui. On va reprendre les accords politiques de Matignon-Dino. Il devait y avoir un référendum sur l'indépendance, mais Jacques Lafleur, qui était le chef du RPC, a décidé qu'on ne va pas aller au référendum couperé, parce qu'il est clair qu'il y aurait un perdant gagnant. On sait qui a gagné du point de vue du rapport de force démographique, c'était les anti-indépendantistes. Donc il y a eu des discussions qui sont faites entre 97 et 98, et les discussions représentaient les trois légitimités en présence, les trois forces en présence. La légitimité du peuple kanak représentée à l'époque par le Front de libération nationale kanak socialiste, le FLNKS, la légitimité du peuple calédonien, de l'ensemble des communautés qui ne sont pas pour l'indépendance kanak, qui sont pour un lien avec la France, représentée à l'époque par un parti politique au leader charismatique qui était
Jacques Lafleur, pardon, le RPCR, le Rassemblement. Et puis, le troisième signataire, c'était l'État. Ils se sont réunis, ils ont signé un accord qui est l'accord de Nouméa, et qui a été constitutionnalisé. Il a fallu une réforme de la Constitution pour que l'accord de Nouméa soit rendu possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une création d'une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie qui est distincte de la citoyenneté française, pour l'emploi local, pour etc., etc. Donc il y a aujourd'hui les légitimités en présence, les légitimités politiques, il n'y a pas 36 solutions. Il faut arrêter de délirer. L'accord de Nouméa dit que normalement, à partir de 2014, doit être organisé un référendum qui concerne les populations intéressées. On parle du peuple français, ceux qui pourront voter, c'est les citoyens de mécanique qui auront 20 ans de résidence au moment du référendum, pour des raisons techniques et historiques, pour lesquelles je veux bien rentrer. Donc, ils pourront s'exprimer, et la question posée par le référendum, elle porte sur le transfert des compétences régaliennes qui appartiennent à l'État, ce qu'on appelle les compétences régaliennes, c'est-à-dire les compétences qui ont un État, une souveraineté, l'argent, la défense, la fiscalité, la justice, la police. Donc ces compétences-là qui appartiennent encore à l'État pourront être transférées à la Nouvelle-Calédonie. C'est là qu'il y a des désaccords. C'est là qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Donc, à ma connaissance, actuellement, il y a des comités qui se mettent en place pour éviter le référendum, pour parler de modèles institutionnels variables qui existent dans le Pacifique, dans toute la planète, pour savoir comment des gens qui sont en désaccord peuvent construire ensemble une communauté. À l'heure actuelle, bon, il ne faut pas se leurrer. À l'heure actuelle, il y a des gens qui sont pour, comment dirais-je, la souveraineté, qui veulent qu'il y ait une souveraineté, puis d'autres qui freinent, qui veulent une large autonomie, qui ne veulent pas de souveraineté, et puis il y a la puissance régalienne de l'État qui joue l'arbitre dans tout ça. On en est là. On en est là. Maintenant, l'expression est donnée par le vote, par les citoyens qui sont les citoyens de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, la question institutionnelle qui peut emmener, c'est que va normalement être organisé un référendum à partir de la dernière mandature, c'est-à-dire tous les 5 ans, 2014 à 2019. Normalement, si on suit la feuille de route de l'accord de Nouméa, il doit y avoir un référendum. Alors il y en a qui veulent jouer autrement et éviter le référendum pour faire une autre solution, je ne sais pas. Voilà où on en est. Mais moi je ne peux pas m'exprimer à la place des acteurs concernés. Non, mais c'est moi, Ah bah si tu as une réponse, c'est magnifique. C'est fascinant, les gens ont des réponses. non, il n'y a pas de majorité, quoi. Ah non, il n'y a pas de majorité. Oui, la population fait 250 000 habitants. Dans l'expression des votes, c'est serré. Hein. Pour ceux qui voteraient pour la souveraineté, c'est peut-être pas majoritaire, mais ça se joue très serré. Quoi. Il n'y a pas de majorité, c'est très équilibré. On en est là. C'est le respect, mais avec un certain rapport de force. Ah oui, 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 il y a un rapport de force. Non, non, c'est tendu. Tendu, je sais pas. C'est vrai. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on remercie à nouveau Amit Mokadem de nous avoir éclairé. On vous remercie encore. Monsieur Gadot qui vous pose une question. Ah, pardon, allez-y, je vous en prie. Je vais remercier Amit d'avoir retracé un peu les situations depuis 70, parce que c'est un peu le début de la revendication pas d'indépendance, plutôt de dignité. On a commencé en partir de 70, parce qu'on était parti colon, j'étais aussi président. Et également de reciter le discours de Marie, puisque ce n'est pas en 77 que l'Union acadienne a prôné l'indépendance, c'est l'autodétermination qui l'a prôné en 77. Par contre, il y a Marie. Marie a orienté son discours dans le discours que vous citez tout à l'heure, en ce qui concerne l'indépendance en question. Et je pense aussi que le discours du peuple kanak, c'est à partir de ces temps-là. Mais je voulais
pense que tout ça a été très bien dit, je ne vais pas le remettre en question. Simplement, je voulais revenir sur le respect du livre, le respect. Parce que vous parlez du peuple kanak et les communautés. Dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie concernant les langues kanak, qui d'ailleurs est dans la loi organique, doit être enseignée comme la langue française, c'est dans la loi. Et la situation actuelle, elle n'est pas respectée. Donc, je parle du livre de respect, il faut aussi que de l'autre côté, la République puisse aussi avoir un certain respect de ces langues kanak et du peuple kanak, puisque dans la loi, dans le préambule, c'est le peuple kanak et les communautés. On aurait pu parler de dire les Calédoniens. Le peuple calédonien, mais on n'a pas parlé de peuple kanak et les communautés. Et quand on revient à la situation actuelle, même de droit et de la loi, il y a un non-respect du peuple kanak. Je vais poser la question, quel est votre sentiment? Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que je suis fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, j'ai une obligation de réserve. Je peux répondre à monsieur. Ah, mais c'est magnifique, voilà. J'ai assisté à un colloque des langues régionales. C'était dans plusieurs universités qui se sont réunies ici, à la Maison de la Calédonie, qui est vraiment une diversité extraordinaire. Et il y avait donc 2 professeurs de l'université de Nouvelle-Calédonie. Et il a été dit que justement, une étude était faite pour que les langues kanak maintenant soient